J'ai eu un déclic à partir de 2022. Je commence à me poser des questions vraiment sur, ils viennent pour une porte d'entrée esthétique, pose-toi des questions un petit peu globales, fonctionnelles. Et en fait, j'ai eu un déclic sur une patiente, elle a une latérale fissurée. Et là, en fait, je me suis dit, ok, il y a une porte d'entrée par cette fracture dentaire, ça s'y prête bien, elle a une volonté esthétique. Donc je me dis, va plus loin, va dans l'analyse fonctionnelle aussi, et je mets en place tous les préceptes que je sais. À ce temps-là, 2021, je vois pas du tout de raison de basculer sur un flux numérique. Et à la fin, la patiente, elle est ravie. Mais moi, je regarde mes photos et je me rends compte que, en fait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la planification que j'ai faite initiale et les résultats finaux étaient deux choses radicalement différentes. Je suis arrivé à la fin de cette prise en charge avec du recul en me disant, est-ce que tu l'as soignée ou est-ce qu'en fait, c'est elle qui s'est adaptée à toi? Le docteur Ducassé est un chirurgien dentiste orienté vers une pratique moderne assez atypique, la réhabilitation globale des usures dentaires, avec une approche fonctionnelle plus qu'importante et bien entendu esthétique. Son analyse, qui est pour lui la clé d'un traitement réussi, ne se limite plus à des modèles statiques, mais prend en compte la dynamique réelle du patient. Il s'appuie notamment sur les outils numériques qui permettent d'avoir un clone digital complet du patient afin de travailler précisément hors de la bouche de ses patients. Il utilise par exemple Mojo, ce qui permet d'enregistrer l'occlusion dynamique et les mouvements mandibulaires en temps réel. Cette technologie de dentisterie dite 4D capture la cinématique fonctionnelle, mastication, phonation, déglutition, offrant une vision beaucoup plus fidèle du comportement occlusal que les approches traditionnelles. Grâce à ces outils, il est possible de concevoir des traitements plus personnalisés avec moins d'ajustements et une meilleure intégration fonctionnelle, notamment dans les cas complexes d'usure. Bon, merci de me consacrer un peu de temps pour ce podcast. Merci Thomas, à toi de m'avoir invité. On a réussi à jongler avec, avec ton calendrier. Complètement, ouais, t'as eu le nez creux, tu savais que je venais. Ouais, c'est clair, c'est cool. Si tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ouais, bien sûr. Je suis Romain Ducassé, je suis bien sûr dentiste, je suis diplômé de la faculté de Toulouse, je suis diplômé de 2013. Ok. Et dans mon parcours, j'ai eu en fait une chance, j'en ai eu plusieurs, mais j'en ai eu une, c'est que j'ai été contraint de quitter Toulouse pendant 3 ans pour suivre ma compagne de l'époque, et c'est quelque chose que je n'aurais pas fait par moi-même. Et en fait, je suis allé à Lyon. Donc ça, c'est marrant, j'ai passé 3 ans à Lyon, et ça m'a permis de voir autre chose que les dogmes universitaires qui m'avaient forgé dans ma pratique. Et après 3 ans, la vie a fait que je suis revenu sur Toulouse. On m'a proposé un poste d'assistant hospitalo-universitaire en odontologie restauratrice, surtout dans la partie conservatrice, pas en partie endo. Donc ça m'allait bien parce que j'avais déjà une petite sensibilité, appétence sur la dentisterie adhésive, en fait, que j'avais réussi à découvrir, à cultiver sur Lyon. Ouais. Parce qu'à Toulouse, on ne parlait pas du tout de ça. Et je te parle d'un temps qui n'est pas si vieux que ça, mais en 2013, il n'y avait pas les réseaux. Il y avait pas, on ne voyait pas trop ce qui se faisait en dehors. Il n'y avait pas les pages Facebook professionnelles. Et par contre, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. On voyait quand même passer quelques articles dans la presse de vulgarisation. Et à Lyon, ça m'a permis de voir un petit peu d'autres courants de pensée. Et à Lyon, c'était quoi, du coup, que tu as vu là pendant ces 3 ans? C'est où qui? J'ai vu des praticiens, j'avais profité pour un petit peu le travail, entre autres, de Marie Clément qui était là, graviter un petit peu autour d'elle de loin. Et ensuite, j'ai pu profiter de rayonner plus pour aller à Marseille. J'ai fait un DU de réhabilitation esthétique à Marseille, DESUO exactement à l'époque. Ce qui m'a permis de rencontrer pas mal d'intervenants et de pouvoir poser mes questions, en fait, de mes limites techniques que j'avais, que je mettais en place au cabinet. Je t'arrête 2 minutes pour te présenter le séminaire qu'on organise en octobre 2026 avec le docteur Jeanne Blavignac. Tu trouveras le lien en description. On va parler de dentisterie esthétique, reprendre les protocoles pour gérer tous les cas esthétiques, mais surtout, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est l'image que tu renvoies et pas ce que tu sais faire. Et c'est pour cela qu'on va t'aider à développer une identité forte et ton positionnement pour que les patients viennent à toi pour l'esthétique. Je te laisse reprendre le podcast. Et donc, le poste hospital universitaire, ça t'a apporté quoi vraiment concrètement? En fait, ça a été vraiment une grande chance pour moi, ça aussi, parce que ça m'a permis de me confronter à l'enseignement. Et moi, j'ai pas eu une facilité en fait dans mes études ou dans le fait d'avoir le concours. Ça a été difficile, j'ai dû beaucoup cravacher. Et les études dentaires aussi. J'ai trouvé pendant tout mon cursus de formation que la façon dont on nous enseignait les choses, c'était un peu tarabiscoté, quoi. Ça te convenait pas trop, quoi. Non, ça allait pas vraiment dans la logique un petit peu de ce qui me semblait être simple, quoi. Expliquer les choses simplement. Et quand j'ai été étudiant, en fait, j'ai eu la possibilité d'être enseignant d'anatomie tétécou. Je sais pas si tu vois, sais, dans les prépas là, pour médecine. Et en fait, j'aimais bien l'anatomie, j'avais une bonne vision dans l'espace, donc c'était un truc qui m'allait bien. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, l'enseignement et le fait de transmettre l'information, ça m'a poussé à savoir, mais de façon
de façon presque excellente, en fait, le sujet à traiter. Ouais, je vois. Et donc, je me suis rendu compte que si je me confrontais à l'enseignement, j'étais obligé d'upgrader mon niveau. Ok. Et quand on m'a proposé le poste d'assistant, c'est revenu en moi en me disant, bah, écoute, ouais, c'est peut-être pas ce que tu avais prévu. Il y a peut-être des choses à la fac qui t'auraient fait dire, t'y vas pas. Mais d'un autre côté, on te donne la possibilité d'être dans un domaine de réhabilitatrice, de conservatrice, de collage. Et ça va te forcer, ça va te pousser, ça va te conditionner. Donc, j'ai fait 3 ans. J'ai pas réussi à faire la 4e année parce que j'ai eu une vie personnelle, j'ai un enfant qui est arrivé, c'était un petit peu compliqué. Mais pendant ces 3 ans-là, ce qui était assez intéressant, c'est que en fait, on a souffert avec le co-assistant avec lequel j'étais en restauratrice du fait qu'on n'avait aucun mentor. À Toulouse, on est arrivé à la fac, il y avait pas de professeur universitaire sur la restauratrice, donc il y avait pas de leader sur ça, et donc on était un peu laissés à nous-mêmes. Mais de l'autre côté, on avait un tempérament et on avait une volonté motrice qui fait que les personnes qui étaient quand même responsables de nous, les universitaires, nous faisaient assez confiance. Donc, on a pu mettre en place pas mal de choses. Ok. On a pu un petit peu changer les UE d'enseignement. On a pu mettre en place des thérapeutiques adhésives, des cours fondamentaux. On a pu modifier un petit peu les TP. Et on est même allé jusqu'au centre de soins à changer nos vacations cliniques d'encadrement avec les étudiants. Et on a créé avec Bertrand Bonin, qui était mon co-assistant dans la partie restauratrice, et la consultation d'esthétique du sourire, qui n'existait pas. Et donc, c'est nous qui faisions avec Bertrand. Et puis, les étudiants venaient, les étudiants qu'on avait en thèse se rapprochaient de nous. Et ça a pu vraiment créer un petit lien. Et en fait, ça m'a beaucoup animé, quoi. Ouais, je vois. Ça m'a beaucoup animé. Et en parallèle, j'avais une activité libérale. J'avais acquis mon cabinet. Et je mettais en place mes thérapeutiques adhésives pour commencer. Et puis, c'est vrai qu'avec la fac, il y a eu un petit réseau qui s'est créé avec les étudiants. Et en plus d'avoir les patients qui répondaient à mes sollicitations pour les soins esthétiques, j'ai eu des patients qui m'ont été adressés par quelques étudiants. Et donc, j'ai commencé à faire mes premiers soins un petit peu esthétiques comme ça, 20-25% d'activité esthétique et le reste d'omnipratique. Puis, les choses ont évolué, le temps a passé, le réseau s'est un petit peu développé. Et quand on a quitté la faculté, on a décidé de monter un centre de formation, en fait, parce que ça nous a tellement plu qu'on s'est dit, ça, maintenant, il faut le proposer aussi à tous les dentistes, pas ceux qui sont en formation initiale. Et donc, on a monté l'ADESO, l'Académie de dentisterie esthétique du Sud-Ouest, qui est à Toulouse, pour continuer à faire cette promotion et essayer de développer sur Toulouse, à une période où la formation commençait déjà à arriver, mais n'était pas encore pléthorique, surtout dans la région toulousaine. Ça on l'a monté en 2019. 2019, super, juste avant le Covid, ça a été un bonheur. Mais on l'a monté à ce moment-là. Et puis après, voilà, 2020, ça a été difficile. 2021, ça a bien percé. Ça a bondi. Et puis moi, en parallèle de ça, mon activité s'est beaucoup tournée sur l'esthétique. Plus de 50% un petit peu de recrutement de patients, c'était vraiment lié à ça. Et puis, je sais pas, un jour, je me suis dit, peut-être lié à des épisodes aussi de maintenance un peu trop fréquentes sur des facettes, des complications que j'ai eues à court terme ou à moyen terme, que j'avais une vision trop rigoriste sur la partie esthétique. Et je me suis dit, Romain... C'est quoi exactement? Ça veut dire que tu te concentrais trop sur l'esthétique? Trop sur l'esthétique, sûrement. Ouais, exactement, j'y venais. Pour vraiment être... Et voilà, dans une pérennité, j'étais trop axé sur une analyse esthétique, sur un traitement esthétique, sur une longueur, sur une proportion, sur un ratio, sur des courbes, sur tous ces éléments-là qu'on va peut-être évoquer. Et par rapport à ça, c'est quoi exactement qui t'a fait ce déclic? C'était, à part les facettes décollées, t'as pas eu des douleurs articulaires? T'as pas eu des gens... Non, c'était plus que... des choses... J'ai une phrase d'un des dentistes chez qui j'ai travaillé à Villeurbanne qui m'a dit que lui, il voulait pas passer sa vie à faire de la maintenance. Et rapidement, je me suis dit qu'il fallait que je diminue les maintenances, que je pouvais avoir des impairs et que... Quand tu dis maintenance, c'était quoi? Maintenance, ça peut être le fait de la casse, de la fracture, de casse, l'écollement, mais c'était souvent, ça pouvait être de la casse. J'en ai pas eu de façon énorme, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Assez pour me reposer des questions, en fait, me poser des questions et me demander ce qu'il fallait faire. Pourtant, le collage, tu faisais le bon protocole, il y avait je pense les bien, bonnes... vraiment, sur ça allait. C'est que à vouloir pousser le truc un petit peu plus loin et à rester sur 10 facettes de la 15 à la 25, de redonner des longueurs qui vont bien aux patients sans se poser des questions de comment ils fonctionnent, quelle est leur dynamique, quelle est leur cinétique de mastication, comment ça se passe en fait. Et je demandais trop d'adaptabilité à mes patients. Et je me suis dit non, Romain, il faut revoir les choses en fait. Il faut que notre thérapeutique s'adapte aux patients au maximum et pas demander aux patients de s'adapter à ce qu'on leur propose. Et donc là, j'ai eu un déclic à partir de 2022. 2022, quand vraiment même, fort. Oui, parce que j'ai pas eu des écueils, mais c'est à partir, tu vois, tu laisses passer 4-5 ans, tu retrouves qu'il y a des trucs qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné. Tu peux commencer à avoir un vrai recul sur ton activité. C'est clair.
Et en 2022, donc 2021-2022, je commence à me poser des questions vraiment sur, voilà, va plus loin derrière. Ils viennent pour une porte d'entrée esthétique, pose-toi des questions un petit peu globales, fonctionnelles, et regarde ce qu'on peut apporter comme résultat. Je te dérange pas plus de 5 secondes. Hésite pas à liker, t'abonner et mettre un petit commentaire. De une, ben c'est gratuit. De deux, ça me fait super plaisir. Et en fait, j'ai eu un déclic sur cette patiente, c'est que cette patiente, elle se présente à moi, une jeune fille. En fait, la porte d'entrée, elle est faite par mon associé, qui est chirurgien oral, et elle a une latérale fissurée. Et il doit mettre un implant. L'indication est bien, mais il me dit, Romain, là, tu vois, c'est quand même de l'usure, elle est jeune, elle a une doléance esthétique importante. Je sais pas ce qu'il y a à faire, moi, mais je pense qu'il faut que tu t'en occupes. Et là, en fait, je me suis dit, OK, ça s'y prête bien. Elle a une volonté esthétique. Ça fait longtemps qu'elle veut améliorer son sourire. Il y a une porte d'entrée par cette fracture dentaire. Elle va consacrer son énergie, son temps à faire ces soins-là sur cette année-là. Et donc, je rentre dans cette réflexion et je me dis, va plus loin, va dans l'analyse fonctionnelle aussi. Et je mets en place tous les préceptes que je sais. À ce temps-là, 2021, je suis en flux conventionnel. Ok, ah ouais. Je suis au silicone. Je suis en wash technique. Je suis en 3 viscosités. Ça marche très bien sur mes facettes. J'ai un laboratoire qui suit très bien sur ça. Et je vois pas du tout de raison à ce stade-là de pouvoir basculer sur un flux numérique. Et je fais mon protocole, je fais mon montage en articulateur, je fais mes cires de RC à l'époque au bain-marie avec derrière, tu vois, la Mohico, puis la Luax. Je fais mes cires de latéralité pour qu'on paramètre complètement l'articulateur, totalement paramétrable, bien sûr, à l'arc facial. Enfin, vraiment, j'essaye de m'investir à fond et je suis content de ce que je produis. On nous fait un wax-up, je valide le wax-up, je vais au laboratoire. Le wax-up est bien. Et en fait, à partir du moment où je reçois le wax-up et où je passe au mock-up, là, je me rends compte que toutes les étapes se cumulent et à chaque fois, il y a des modifications qui se font par rapport entre le résultat que je suis en train d'obtenir et la base de départ que j'avais validée sur le wax. Et tout se cumule comme ça. Et à la fin, je termine ma prise en charge. La patiente, elle est ravie. Manon, elle est aux anges. Elle était trop contente de faire ça. Le résultat, il est joli. C'était quoi exactement le résultat? C'est juste pour une 22? Non, au final, c'était une remontée. Donc au final, c'était pour ça. C'était une prise en charge globale. C'était une prise en charge globale avec remontée de dimension verticale. Et le résultat lui va bien. Mais moi, je regarde mes photos, parce que j'avais déjà pris ce pli de beaucoup iconographier, et donc je prends un peu de recul, je regarde mes photos. Et en regardant mes photos, je me rends compte que en fait, ça n'a rien à voir, quoi. C'est-à-dire que la planification que j'ai faite initiale, sur laquelle je me suis quand même donné du mal avec le laboratoire, et le résultat final, étaient 2 choses radicalement différentes en termes d'esthétique, de morphologie, d'occlusion, de rapport intermaxillaire. Tout était un petit peu décalé, en fait. C'était pas à ce point, ça se voyait. Moi, je le voyais, en tout cas. Okay. Elle le voyait pas. Elle trouve ça joli, elle était contente, elle trouvait que la prise en charge était bien menée. Et en fait, je suis arrivé à la fin de cette prise en charge avec du recul en me disant, mais en fait, Romain, est-ce que tu l'as soignée maintenant? Est-ce que tu l'as soignée ou est-ce qu'en fait, c'est elle qui s'est adaptée à toi? Et là, je me suis vraiment rendu compte que Manon, elle est adaptative. Elle était jeune, elle était hyper contente, ça lui plaisait. Bon, ça fonctionnait. J'ai pas revu Manon pour des maintenances particulières suite à ça. Mais je me suis dit, un jour, tu n'auras pas Manon. Un jour, tu auras un patient qui, lui, sera peu adaptatif, peu compliant. Et si tu traites de la même façon ce patient-là que tu as traité Manon, tu vas te retrouver avec un problème. Et donc, c'est là où je me suis dit, Romain, il faut que tu évolues. La partie adhésive, c'est maîtrisé. La partie analyse esthétique, c'est plutôt maîtrisé. Mais par contre, il faut que tu évolues sur ton savoir et ton savoir-faire, sur la partie fonctionnelle et puis la reproductibilité entre le dessin et la simulation initiale et le résultat final. Et que s'il est amené à changer, il va changer parce que moi, je l'ai décidé, pas parce que je suis contraint à ce changement-là malgré moi. Et donc, fort de ça, après, je suis parti sur une réflexion qui m'a amené sur le flux numérique, mais pas tant pour la caméra, mais pour ce qui se passe après la caméra. Et aussi, bien sûr, j'ai dû augmenter mon savoir et mon savoir-faire sur la partie occlusale, sur la partie fonctionnelle. Et j'ai continué à communiquer sur ces prises en charge-là, communiquer aussi bien pour montrer ce qui ne marchait pas ou mes difficultés qu'après ce qui s'est mis en place. Et là, je ne sais pas si ça s'est passé pour toi, mais peut-être c'est le cas pour certains praticiens, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas en fait dans notre activité. Et là, typiquement, je n'ai pas maîtrisé ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé avec une recrudescence de correspondants que je ne connaissais pas. Ah ouais.
par les réseaux, par les communications, peut-être des présentations, des petites interventions que j'ai pu faire à gauche et à droite, la fac peut-être encore un petit peu. Et je me suis retrouvé avec, beaucoup plus de patients et de patients venus de correspondants pour des prises en charge globales que pour des prises en charge esthétiques. Que dans ta zone où c'était vraiment, assez, Et non, ça commençait en plus à rayonner. C'est-à-dire que là, j'avais des patients, parfois, ils prennent un hôtel avant. ah ouais. Ils font 3 heures de route, ils prennent un hôtel. Parce qu'en fait, il y a le constat, en fait, l'analyse que j'ai faite, c'est qu'il y a un réel besoin de santé publique Mmh. sur l'usure. Il y a un réel besoin parce que la pathologie carieuse en soi, c'est pas parfait, mais elle commence à être dominée. La population vieillit, la charge mentale augmente, les régimes alimentaires évoluent pas dans une direction propice à une diminution de l'usure. Mmh. D'ailleurs, si tu veux refaire un petit point sur ça, parce que moi je sais, mais peut-être qu'il y a des jeunes praticiens qui connaissent pas exactement les causes de l'usure. Parce que tu parles du régime alimentaire, mais quel régime, quoi? Enfin, si tu peux refaire un petit point Ouais, sur tout à ça fait. avant de continuer. Tout à fait. Et puis c'est très pertinent parce que on peut avoir des patients adressés avec des diagnostics d'usure qui sont pas les bons. Donc c'est un point essentiel parce que il faut connaître l'étiologie, il faut connaître la cause de l'usure si on veut commencer à pouvoir la traiter. L'usure dentaire, elle va se faire par 2 grandes portes d'entrée. Je parle de l'usure vraiment des parties travaillantes des dents. Mmh. 2 grandes portes d'entrée. La première porte d'entrée, elle est dite érosive acide. Donc c'est vraiment une dissolution chimique qui va se faire de la dent. Et cette dissolution, elle va pouvoir avoir lieu par 2 portes d'entrée elles-mêmes. Soit une porte d'entrée dite exogène, donc c'est vraiment l'acidité qui va être amenée par l'extérieur, par l'alimentation. Et là, ça va être souvent des facteurs de risque alimentaires, certains qui sont très connus, comme le soda, comme le Coca-Cola, comme le citron, comme les agrumes. Mmh. Mais d'autres qui sont moins connus et très délétères, comme les boissons énergisantes, Ouais. comme les solutions de réhydratation, comme les compléments du sportif, comme Tu soignes beaucoup la de sportifs, du viné coup? non, parce que les sportifs de haut niveau sont plutôt bien suivis, OK. mais j'ai pas mal de gens qui vont faire du crossfit ou qui vont faire du sport personnel de haut niveau, en fait, au Ouais, ouais. final, et qui vont cumuler de la déshydratation buccale, qui vont cumuler, de la réhydratation, des compléments, qui vont en plus souvent travailler sur la partie alimentaire Mmh. propre pour pouvoir être, dans la performance ou pouvoir avoir une hygiène de vie améliorée. On y reviendra peut-être après. Ouais, ouais. Donc il y a cette partie-là de la partie alimentaire connue. Il y a les solutions de réhydratation, mais il y a aussi le vinaigre. On le sait pas, mais le vinaigre, c'est, excessivement, Mais le acide. vinaigre, quand tu dis vinaigre, il y a des gens, ils boivent du vinaigre ou c'est Non, juste, mais là, là, dans la salade, une oui, vinaigrette? mais si tu manges de la salade tous les jours, avec du vinaigre tous les jours, que tu es dans le crudivorisme Ah oui, et que tu manges pour ce beaucoup genre de et régime. voilà. Parce que moi, tu vois, j'aime bien la salade. Oui. Je me fais mon petit entrée et le midi et le soir et je mets de la vinaigrette. Ça, c'est pas Bah, délétère? déjà, midi et soir, ça dépend de ton adaptation, ça dépend aussi de OK. ton potentiel salivaire, de ton pouvoir tampon. Mais le vinaigre tous les jours, voire 2 fois par jour, c'est pas bon. Ah ouais? Non, c'est pas OK. bon. Tu as de l'usure qui peut se créer. Alors ça sera à pondérer avec les facteurs protecteurs, mais c'est pas un aliment que l'on doit devoir consommer tout le temps. Alors que beaucoup de nutritionnistes, pour d'autres raisons, mettent en avant le vinaigre comme des vertus qui sont réelles et qui sont Ouais, ouais, posées. c'est clair. Et donc, il faut essayer de combiner les amoureux de la salade et du vinaigre pour qu'ils puissent continuer à manger ça, mais peut-être en n'ayant pas toujours du vinaigre ou en mélangeant avec des yaourts blancs ou autres. Moi, j'essaie de OK. donner des astuces comme ça, moutarde, yaourt blanc ou autre, pour essayer de diminuer ces facteurs de risque. Tu Alors, communiques pas trop sur ça. Désolé, je te coupe. Sur les ouais, réseaux, tu communiques pas trop sur ça, alors que je trouve que c'est maxi intéressant. parce qu'en fait, Enfin, il comme faut... c'est la cause. Oui, la cause est importante, mais la cause est à prendre en considération avec la perte adaptative de nos patients. Mmh. C'est-à-dire que si le patient, bah, écoute, il me dit: «Moi, je mange de la salade et du vinaigre tout le temps et j'ai aucun problème au niveau de mes dents et je constate qu'il a pas de facette d'usure». Je vais lui en parler un petit peu, mais peut-être que lui, ça passe bien dans son environnement Mmh. buccal. Par contre, le patient qui vient te voir et qui a de l'usure érosive, on cherche des facteurs de risque et il te dit: «Moi, je mange du vinaigre 2 fois par jour et en plus, je cumule avec ceci et cela». Effectivement, je vais lui dire: «Là, on va essayer de Ouais, travailler sur tous les facteurs de risque». ouais, je vois. Donc il ne faut pas alerter non plus, à outrance en faisant peur à Non, tout non, le non, monde. c'est Mais nous, clair, en mais tant que bon. professionnels de santé, on doit connaître tous ces éléments de facteurs de risque pour le cas échéant, quand nous voyons et nous analysons des stigmates de facettes d'usure érosive, bah, pouvoir passer ça en revue dans un tableau alimentaire ou Mmh. dans un relevé alimentaire avec les patients. Mmh, je vois.
Donc, on a cette partie-là. On a le citron, les cures de détox hépatique, tous ces éléments. Le crudivorisme aussi, hein, les aliments crus tout le temps. Aussi, on a des régimes alimentaires. C'est pas une majorité des patients, mais chez moi, j'ai un biais de sélection. Ça fait quand même pas mal de oui, patients qui ont ça, avec des aliments peu lavés, des aliments terreux, sableux. Donc, on rajoute un petit peu en plus de l'abrasivité à tout ça. Et juste le fait de manger ces aliments sans forcément bruxer, ou sans forcément serrer des dents ou Ouais, quoi, complètement. juste ça peut... Ouais, complètement. Ok. Et c'est très délétère parce que c'est souvent des patients plutôt jeunes, on va dire. Sur la partie alimentaire, on va dire street food, acide, soda, c'est plutôt très jeune. Hmm. J'ai des patients en usure dentaire pathologique qui ont 23 à 24 ans Ah ouais. et qui ont vraiment besoin de réhabilitation globale. C'est très lourd, hein. Qui ont déjà des dents vraiment... Vraiment. Alors, elles sont pas plates parce que c'est pas de l'usure attritive, c'est pas Non. du bruxisme qu'on va évoquer après. C'est vraiment, elles sont creusées, la dentine est exposée. Hmm. On a des phénomènes d'adaptation de la position dentinaire déjà. On a des douleurs. On a des patients qui peuvent te dire, je peux plus manger d'un côté parce que c'est sensible Ah thermiquement. ouais. Les dents de devant sont atteintes aussi, du coup. Ça dépend un petit peu, Comme il mais y a les dents souvent d'atteinte peuvent l'être, exactement. Ça dépend un peu du mode alimentaire et de la cause initiale de l'usure érosive. Ok. Tu t'es formé comment avec quoi, pour connaître tout ça? Tout est écrit. Non, mais il y a des formations spécifiques parce que J'en tu ai pas vois? fait. Non? Ok. J'en ai pas fait sur ça. Il y a beaucoup de bouquins, il y a beaucoup de publications. Il y a pas que le dentaire, il y a un peu aussi la gastro à lire un petit Ouais, peu, hein, ouais, ouais. on va parler de la deuxième porte d'entrée Ouais, ouais. de l'érosif. Donc non, j'ai été très curieux Ouais. et je pense que j'ai beaucoup bossé sur ce sujet-là. Et ensuite, j'ai pu rencontrer des interlocuteurs avec qui on a discuté de ça. Ok. En complément de la voie exogène, il y a la partie endogène en fait de l'usure acide. Donc, exogène, là, on a à peu près tout fait. On a fait les Fait le facteurs de tour. risque Ouais, principaux. ok. D'accord. Après, il peut y avoir les dérives, les produits d'entretien dentaire qui sont pas les bons, qui sont achetés sur Internet, Le charbon le actif, charbon des choses comme ça. actif, les produits blancheurs. Mais là, c'est pas forcément qu'un phénomène érosif, c'est un phénomène abrasif cumulé. Ok. Mais les principaux, ça va être le soda, ça va être le vinaigre, ça peut être l'alcool en grande quantité aussi, mais ça c'est dans un profil général de patient un peu atypique. On peut avoir aussi donc le sportif de haut niveau et la personne qui est végétarienne et qui pense vraiment avoir un régime très santé, Ouais, ok. très bien-être. Où là, il y a Et beaucoup là, d'acidité. au niveau visuel, c'est vraiment comme tu dis, les espèces de cuvettes. Ouais, on a vraiment Ok. des signes pathognomatiques de l'usure, c'est-à-dire qu'on va retrouver sur les dents postérieures, d'abord, on a vraiment la bulle érosive. Ouais. C'est-à-dire qu'on a la pointe de la cuspide qui va venir faire une concavité. Et cette concavité, elle peut pas être liée par une usure mécanique. L'usure mécanique du bruxisme, c'est vraiment quelque chose à plat. À plat, ouais. Et donc, on va avoir cette partie-là de cupule. Postérieur, ça va évoluer si rien n'est fait, si les facteurs de risque sont pas maîtrisés. On va venir avoir ce qu'on appelle des piscines. C'est-à-dire que là, c'est carrément toute la face occlusale circonscrite par la partie périphérique de la dent en émail qui va venir être dissoute et la dentine est exposée. Ok. Et là, on rentre dans une phase où ça va aller très vite. Parce que la dentine étant moins minéralisée, elle va venir se déminéraliser très rapidement et se dissoudre très rapidement. Et ça va faire des formes encore plus caractéristiques parce que l'émail périphérique, lui, va être plus haut que la dentine qui va être plus basse. Ok. Et ça, c'est impossible si on est sur une usure de grincement, Ouais, d'attrition. ouais. Et au niveau antérieur, C'est ça quand tu dis piscine. Ça veut voilà, dire que c'est les vraiment bords, une c'est cupule. l'émail. Et Exactement, le milieu, c'est la dentine. c'est la dentine. Ok. Et tu gardes une certaine hauteur jusqu'à un certain stade de la dent, en fait, et ça se creuse. Et après, ça commence à se réduire, mais toujours, ça se réduit en gardant Ouais, un petit peu ce ok, côté creuse. ok, ok. Et en fonction de la position de la langue, de la salive, des facteurs protecteurs, tu n'as pas cette lecture simple de la dent qui se réduit comme une cheminée. Tu peux avoir des parties uniquement de la dent qui se réduisent comme une cheminée parce que d'autres parties de cette même dent peuvent être protégées par de la salive. Ok. Et en antérieur, on va se retrouver, bon, ça dépend si c'est endogène, exogène, mais on va se retrouver souvent avec une attaque postérieure. Ça, c'est plutôt pour la voie endogène. Une attaque postérieure, donc c'est assez pernicieux parce que les patients ne se rendent pas compte vraiment de l'usure parce que devant, toute la façade est relativement intègre. En tout cas, le contour apparent de la dent est conservé. Même la hauteur, du coup. Et la hauteur, La parce hauteur que aussi. l'attaque ne se fait pas par une réduction verticale, mais elle va se faire de postérieur, Occlusal, ouais, quoi. de palatin en Ouais, ouais. vestibulaire. En antérieur de palatin vestibulaire. Et les patients vont être alertés à partir du moment où l'épaisseur du bord libre est tellement fin qu'ils ont comme des tuiles qui sautent.
Ok. Et ils me disent, mais attendez, je perds des petits bouts de dents et ma partie basse de la dent, elle est plus régulière. Elle est dentelée. Et là, quand on en est là, c'est déjà très avancé. Et donc vraiment, c'est à nous, là, dentistes, omnipraticiens, de pouvoir analyser les premiers stades de l'usure, des cingulums, des crêtes marginales, des incisives, pour pouvoir voir qu'elles sont en train de s'affaisser, qu'on est toujours dans les mailles. Et à ce moment-là, peut-être rechercher avec les patients les facteurs de risque. Et d'ailleurs, c'est quoi ton discours? Parce que moi, j'ai une patiente en tête où c'est ça. Je lui ai fait un traitement d'alignement, mais j'ai vu vraiment enfin, comme tu dis, les piscines, quoi. Ah oui. Mais elle s'en est pas rendue compte. Donc, quand elle s'en rend pas compte, c'est difficile quand même d'aborder le sujet, de lui dire, ben là, enfin, comment tu l'expliques aux patients? Qu'est-ce que un discours simple, tu vois, pour leur. Alors bon, j'ai un biais aussi de sélection parce que mes patients arrivent, ils sont au courant. Oui, Mais bah, ce que je pour un donnerais comme omni, un voilà, conseil pour un omnipraticien, parce que je l'utilise quand même dans ma communication, Ouais, c'est ce que disait Mohamed, il parlait de son grand écran, ouais, mais ouais, oui, ouais, ben c'est la photo, quoi. ouais, ok. Tu leur montres la photo de leurs dents en grand écran, voilà, ou sur ton ordi de bureau, en disant votre dent, elle est comme ça. Je dis quoi, c'est ma dent. Ouais, ouais. Et oui, votre dent, elle est là. Et en fait, je vous montre une dent saine, elle est comme ça. Ah oui, tu fais voir avec une enseigne, du coup, ouais. Ouais, tout simple. Ouais, Et ouais, tu leur c'est dis, voilà, clair. vous voyez, ça, c'est la dentine. Je leur dis même souvent, sur le bruxisme, je leur dis, là, on a une coupe histologique de votre dent, en fait. Et décapité, on voit tout, là. Je vous montre. Ça, c'est de l'émail, ça, c'est de la dentine. Et là, ce qu'on voit, c'est la pulpe qui est juste dessous. Alors, ça les fait un peu sourire et ça les inquiète aussi, mais en tout cas, voilà, la communication. Aujourd'hui, on a vraiment des outils. La photo, Ok. pareil, photo macro, et on passe sur un écran et on leur montre. Donc ça, je Ok. leur montre de façon systématique, de manière Ouais, à leur denture, ouais, qu'ils se rendent compte un petit peu de ce qu'il en est. ouais. Et donc l'autre porte qui est importante, et je tiens vraiment à ce qu'on parle de ça, c'est la porte endogène, en fait, de l'usure érosive, parce qu'on est en première ligne pour pouvoir faire des diagnostics précoces de reflux gastro-œsophagien. Et il y a des papiers qui sont dans les journaux des gastro et qui concluent ça. Il y avait une méta-analyse qui disait qu'en fait, le meilleur professionnel de santé pour pouvoir diagnostiquer un stade relativement précoce d'un reflux gastro-œsophagien, ben c'est nous. C'est nous parce qu'en fait, on va pouvoir, si on a une attention et une lecture correcte de la dent, ben voir ces facteurs d'usure érosive. Et après avoir passé le tableau de la cause endogène éventuelle, eh ben, on va pouvoir orienter. Et on a un rôle en fait de dépistage et d'orientation vers les médecins généralistes, voire les gastro-entérologues. Là, Pour quand tu pouvoir faire parles de ça. ça, c'est vraiment anorexie, boulimie. Non, je te parle de reflux gastro-œsophagien, c'est encore autre chose. Ok. Le reflux gastro-œsophagien, c'est une petite faiblesse du cardia que tu peux avoir. Enfin, c'est une des raisons, mais c'est la principale. Une petite faiblesse du cardia, donc c'est le petit clapet du haut de l'estomac, qui fait que de façon pernicieuse et asymptomatique, 3 patients sur 4 sont asymptomatiques de reflux gastro-œsophagien, ils ne ressentent rien de gênant. Ils n'ont pas de brûlure dans Non. la gorge ou dans la bouche. Non. Ils Ok. ont pas ça, ils le ressentent pas, ils sentent un peu de ballonnement, ils sentent parfois que la digestion est difficile, mais ils pensent pas que ce soit pathologique, ils fonctionnent comme ça. Ils vont avoir une petite partie de la vidange gastrique qui n'est pas assez conséquente pour arriver dans le cavum, mais qui est assez conséquente pour diminuer le pH, augmenter l'acidité de la salive et du bain salivaire. Et dans leur bouche, ça fait pas ils ont pas un goût. Ils peuvent avoir. Mais est-ce que c'est suffisant pour les inquiéter, eux, d'avoir une haleine un peu particulière le matin, d'avoir un goût? C'est comme ça que ça se passe. C'est pas dans la journée où tu as un renvoi dans la bouche. Ça, c'est une régurgitation involontaire consciente. Ça n'est pas à ce point, du coup. Non, là, on parle de reflux gastro-œsophagien, c'est vraiment pernicieux. C'est Ok. quelque chose qui peut se sentir, en fait, les patients qui sont symptomatiques, les 1 cas sur 4, ce qui est décrit dans la littérature, c'est qu'ils vont sentir une petite brûlure, mais pas une régurgitation, hein, c'est vraiment une brûlure, ça gêne. Ils vont faire ce qu'on appelle du hémage. Le hémage, c'est le fait de faire... de se gratter les cordes vocales, en fait, et le larynx, parce que l'on va avoir quelque chose qui nous gêne. Mais c'est rentré un peu comme un toc chez eux. Ouais. Donc l'entourage ne pense pas forcément que c'est un signe pathologique, parce qu'il peut y avoir autre chose de ces raisons-là, mais en tout cas, le reflux gastro-œsophagien permet ça. Et ils peuvent avoir des brûlures, un goût désagréable le matin au réveil aussi, des ballonnements, des difficultés de digestion. Ça peut être des patients qui vont faire attention à ce qu'ils mangent avant de se coucher parce que ils sont pas confortables, l'endormissement est difficile. Et c'est très délétère parce que la vidange du sac gastrique, c'est 1,5, le pH. Et donc, c'est quasiment, enfin, c'est pas quasiment, c'est beaucoup plus important en termes d'acidité que ce qu'à l'alimentation peut permettre. Ouais, c'est clair. Et est-ce qu'avec la tendance un peu à notre mode de vie, est-ce que ça a tendance à augmenter ce chiffre de reflux ou Le ça pourcentage stagne ou... Ouais.
Il est assez élevé. Est-ce qu'il augmente? Je ne peux pas te répondre parce que Dans ça la serait population, empirique. tu connais Ouais, le non, je ne le non, connais pas. OK. Ce que je sais, c'est qu'il y a une transversalité entre la cause exogène amenée par l'alimentation Ouais, et le risque de reflux. OK. Parce que si tu as une alimentation très acide, très mauvaise, ton estomac aussi, il va Mmh. contrebalancer sur ça, ou si c'est très gras ou autre. Donc la qualité de l'alimentation initiale peut conditionner ça. Après, OK. tu as le stress, tu as d'autres facteurs qui rentrent en jeu dans le reflux gastro-œsophagien. Et après, l'autre voie, tu me parlais de la boulimie, c'est bien sûr une des causes possibles de l'usure endogène, mais c'est une cause qui est consciente, en tout cas qui est sue Mmh. du patient. Alors, il n'y a pas que le vomissement de boulimie, il y a des vomissements aussi de ce qu'on appelle de. Ah, je l'ai plus, de. Mince, de hyper-MS gravidique. Donc, OK. il y a aussi, il n'y a pas que le vomissement, il n'y a pas que la boulimie, il y a aussi des signes importants, il y a aussi des possibilités importantes, c'est ce qu'on appelle l'hyper-MS gravidique. Donc, en fait, c'est les femmes enceintes qui ont beaucoup, beaucoup de nausées, en fait, des vomissements lors de leur période de gestation, quand elles sont enceintes. Et elles vont avoir des vomissements répétés plusieurs fois par jour. Et on peut être amené à avoir plusieurs enfants dans la vie. Et donc, Ouais. elles vont cumuler ces épisodes-là de vomissements qui, au bout d'un moment, peuvent amener des patientes à me consulter. J'en ai reçu 3, hein, vraiment pour hyper-MS gravidique, avec des usures cataclysmiques comme OK. la boulimie. OK. Et ensuite, on peut avoir la régurgitation chronique involontaire. C'est ce que tu Les RGO. disais. Non, ça, c'est le reflux gastro-œsophagien. Reflux gastro-œsophagien, c'est vraiment involontaire Parce que et c'est mais non maîtrisé le RGO, c'est non maîtrisé et tu le sens pas et tu le forcément. sens pas. Là, je te parle de patients qui presque ruminent. OK. C'est-à-dire que quand ils mangent, ils ont le bol alimentaire qui remonte un peu. Alors, OK. c'est réjouissant, mais c'est comme ça. Ouais. Et ils me disent, mais ça fait depuis que je suis ado que j'ai Donc ils ça. en ont un peu dans la bouche, comme un Voilà, peu et le d'un coup de raval. vomi en gros dans la C'est bouche. ça, Ouais, c'est exactement, OK. mais pas assez. Il n'y a pas de jet, il n'y a pas ce phénomène-là. Mais il y a une partie qui remonte un petit peu. OK. Voilà. Et ça, j'en ai eu. Très souvent, c'était lié à une bactérie. OK. Parce qu'on les envoie chez les gastros, on a un retour, ils font leur boulot, ils vont faire une fibroïde pour faire des prélèvements. Après, ils peuvent faire une pâchemétrie, c'est quand même un peu lourd. Et donc, très souvent, quand je me suis rendu compte, alors c'est empirique, hein, c'est vraiment mon ressenti à moi, que les patients qui avaient ça avaient souvent une bactérie qui avait été traitée. OK. Qui a été traitable. Juste pour revenir pour le reflux gastro-œsophagien, quand il le détecte pas, comment tu arrives par l'interrogatoire à le détecter? Enfin, tu vois, Bon. parce que tu peux pas lui dire, est-ce que vous faites, est-ce que vous avez. Si, ça, je lui demande. J'ai des Ah, tu patients, fais? C'est ça comme que toi tu et moi, demandes? OK. on discute au bureau, et pendant que je discute, ils m'ont fait 4 fois du MH, quoi. Ah oui, donc là, ouais. Donc je leur dis, faites attention à ça. Ils me disent, mais c'est vrai, non, mais là, je le fais juste parce que la première fois, ils disent, non, mais là, je le fais comme ça. OK. Après, ils se rendent compte par eux-mêmes qu'ils l'ont fait plusieurs fois. OK. Donc, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont du reflux font du MH. Il y en a qui n'en font pas. Ouais. Mais si, de Donc, toute en façon, fait, s'ils te consultent, c'est souvent pour une question d'usure. d'usure. Eux, ils ne savent pas plus que ça. Hein. Et toi, quand ça fait ça, ben déjà, ça Déjà, te ça tilte fait un un peu. petit truc. Ouais, Ouais, OK. complètement. OK. Ça tilte. On parlera peut-être de ma première consultation. Elle est capitale. Bon, c'est des patients, je sais déjà, par Bah, l'interrogatoire on peut en téléphonique. parler, hein, comme ça. OK. Donc, Et on après, continue on revient. pas. Ah ouais, on revient après. Non, vas-y. Vas-y, comme tu veux. Non, mais Vas-y, on finit. on finit parce que tu m'amènes sur un sujet long, là. De toute façon, je t'amène sur plein de sujets, mais dans ma tête, Après, je sais où on va, t'inquiète. D'accord. Mais moi, je sais plus où on en est. Tu me posais la question était sur sur, le RGO. Ouais. Tu continues sur ça? Ouais. Comment tu fais quand t'as un patient qui arrive Ouais. parce que souvent, moi, c'est la question que je demande. Est-ce que vous avez des reflux? Mais en fait, à part ça, il me dit non, j'ai jamais de reflux. Ouais. Je dis bon, ok, j'évite ça. Après ça, je dis est-ce que vous Ah buvez non, du tu peux pas citron? t'arrêter là. Bah ouais, mais moi, peux pas. je suis pas assez formé pour ça, Non, tu mais vois. complètement, mais j'entends. Mais Je pense que c'est la question enfin, Mais bien sûr. Et après ça, je dis est-ce que vous buvez du citron, du Ouais. machin et tout? Là, il dit non. Je dis bon, ben, ok, ben, je vois pas alors. Je Mais m'arrête là. c'est compliqué, c'est vraiment compliqué parce qu'en fait, il faut comprendre que le patient qui se présente à toi avec de l'usure, ce que tu vois, c'est des stigmates. Ce que l'on ne nous dit pas à l'usure, ou en tout cas, c'est pas fiable, c'est de savoir si ce que l'on voit est un phénomène pathologique actif. Peut-être que le patient, je dis ça parfois en formation, en fait, tu vois une trace de dinosaures dans la Terre. Nous, on sait bien qu'ils y sont plus. Mais faut-il le savoir, en fait, qu'ils y sont plus. Et donc, le patient, la première des choses, ça va être d'abord poser un bon diagnostic étiologique. Est-ce que c'est attritif ou est-ce que c'est érosif? Parce qu'en fonction, tu vas cibler ton interrogatoire. Ça, on l'a vu ensemble, du coup, c'était soit la piscine, soit l'usure. Ouais, attritif, de grincement. Okay. On n'a pas encore fini de parler du bruxisme, mais oui, c'est vraiment après sur le bruxisme. Et l'usure érosive, donc voilà, tu vas avoir ces formes-là. Après, il va falloir poser des questions pour pouvoir savoir si on est plus
sur un risque de facteur de risque, bon, actif ou pas, mais s'il est actif, est-ce qu'il est apporté par l'alimentation ou est-ce il vient du corps? La première des démarches est de faire un bilan alimentaire de ce que mangent les patients. Donc moi, j'ai un questionnaire sur ça. Voilà, donc c'est pas le premier questionnaire à la salle d'attente, mais quand je vois que le patient a l'usure, il va remplir un autre questionnaire et il va me dire quelles sont ses habitudes alimentaires, quoi. Et je passe tout en revue. Et donc là-dedans, ça va me donner un petit peu des pistes. Et puis même, on va voir un peu dans le passé si ça avait été différent. Si vraiment le questionnaire, il n'y a rien de cohérent, enfin, il n'y a pas de transversalité forte entre l'usure et le questionnaire. Et en plus, si les signes, les stigmates que l'on a sur les dents sont localisés à certains endroits qui sont plutôt palatins, plutôt propices à une érosion, enfin une acidité qui vient du tractus digestif. Et ben à ce moment-là, effectivement, on va explorer d'abord par l'interrogatoire la digestion. Je leur pose tous la question, voilà, on parle du stress, on parle de leur vie, on parle de la nuit, comment ils dorment, et puis on parle de comment ils digèrent, de qu'est-ce qu'ils mangent et comment ils digèrent. Et donc, comment ils digèrent, certains vont te dire, ben non, j'ai déjà vu un gastro, moi, ouais, j'ai eu des IPP déjà dans le passé, bon, j'ai arrêté. D'accord, alors là, tu ne sais pas si ce phénomène érosif est arrêté ou pas, mais déjà, ça te guide un petit peu. Clair. Et puis, tu as des patients, comme je te dis, qui vont te dire, je suis ballonné, je suis inconfortable, je fais attention, c'est vrai que depuis, je ne bois plus l'alcool. Des éléments comme ça qui peuvent te dire, bon, il y a peut-être quand même une difficulté digestive sur la partie de l'estomac. Et mon rôle, c'est ça, c'est d'essayer de passer en revue tout ce que je peux de mon côté de point de vue endogène. On le règle ensemble, ça c'est moi et le patient. Voir les facteurs de risque éventuels de la partie... la partie exogène, on passe ces facteurs de risque ensemble, et voir après, éventuellement endogène, et si j'ai un risque, je fais un courrier. Si j'ai une suspicion de risque, je fais un courrier et je l'envoie au médecin généraliste. Et après, je transmets les informations au médecin généraliste. Je préfère qu'il soit vu plutôt par le gastro, qui lui... Pas au gastro direct, d'abord tu passes par le médecin. Le problème, c'est que passer directement par le gastro, certains vont te dire que non, il faut passer par le médecin généraliste. Le médecin généraliste doit faire le courrier pour pouvoir rentrer dans le système de soins entre le généraliste et le spécialiste, avoir les bases de remboursement. Parce que tu vois, moi, avec les ORL, etc., j'envoie le courrier, ils peuvent aller direct chez l'ORL. Donc je me dis que le gastro, ça peut faire la même chose, quoi. Moi, je fais le courrier, je leur dis de voir, et j'ai certains gastro qui demandent à ce que ce soit vu par le médecin généraliste. J'essaie vraiment de développer un réseau de soins parce que je oriente beaucoup. Ouais, c'est clair. Parce que là, on parle que de l'érosif, mais il y a aussi l'attritif, où il y a aussi d'autres réseaux de soins à mettre en place. C'est dur d'avoir une porte ouverte avec les spécialistes, je trouve. C'est un peu... Il faut que ce soit des jeunes qui soient un peu ouverts à ça, tu vois. Exactement. Moi, j'ai de la chance, tu vois, les médecins qu'on a là où j'habite, ils sont jeunes et dans cette optique, tu vois, d'évolution, de formation, etc. Donc ça suit un peu, mais je suis d'accord que l'UNA, ils sont bien dans leur truc. Et en plus, il faut que je gère ça par rapport à la zone géographique un peu des patients. Parce que j'ai pas que des patients qui sont autour de mon cabinet. Loin de là. J'avais une autre question sur tous les facteurs exogènes. On a oublié de parler peut-être des médicaments, certains médicaments, des drogues. C'est long, chez les jeunes, surtout. Exactement. Qui peuvent arriver peut-être de plus en plus, je sais pas, mais est-ce que tout ça aussi, on peut refaire un point là-dessus? Alors au niveau des médicaments, ce qui est le plus connu, c'est l'acide ascorbique, c'est vraiment la vitamine C, qui peut ravager vraiment les dents en termes d'acidité, mais qui dépend surtout de sa forme galénique, c'est-à-dire de comment c'est pris. Tout ce qui est gomme à mâcher à la vitamine C, tout ce qui est poudre ou bonbons à sucer, c'est ce qu'il y a de pire en fait. Et il va falloir ou même les solutions à mélanger dans de l'eau. Et il faut vraiment essayer d'obtenir des gélules. Alors, c'est assez plus difficile à avoir. Je rigole parce que c'est tout ce que je fais. Vinaigrette 2 fois par jour. Le matin, mon verre de vitamine C avec le cachet dedans. Le matin à jeun, c'est le pire en plus. Faut surtout pas à jeun en plus. Non, pas à jeun. Mais bon. T'as un peu de salive qui essaie de t'aider là-dedans. Mais voilà, c'est ces éléments-là. Et plutôt la gélule, c'est le mieux. Ou des comprimés à avaler directement, mais essayer de pas le croquer. Ça, c'est sur les médicaments. Après, t'as les effets secondaires, on va dire, de certains médicaments qui, eux, vont jouer sur le flux salivaire. Et donc, des patients qui pourraient ne pas avoir d'usure érosive parce que leur salive pourrait gérer ça, ont une propension, une facilité malheureusement plus simple à avoir une usure érosive parce que leur flux salivaire est plus faible. Et donc, eux, ils doivent modeler leur régime alimentaire par rapport à ça. Tu penses à quoi comme médicament? Il y en a vraiment les anxiolytiques. Ouais, toute la gamme des anxiolytiques, benzodiazépines, ces éléments-là. Somnifères. Ça, dès qu'il y a ça, ça fait un peu tilt. On se dit hyposalivation, faut faire attention aux risques carieux. Exactement. Tout à fait à ça. Carieux, pareil, mais aussi d'usure érosive.
Et ensuite, les drogues, Et effectivement. somnifères, tu dis, du coup, Somnifères, zolpidem, ok. des trucs forts, hein, pas les plantes qui t'aident à Oui, dormir. Hein. non. Ok, sur ça, oui, ça a un effet donc qui va réduire le débit salivaire. Et les drogues, du coup? Les drogues, effectivement, c'est des éléments, surtout tout ce qui va être excitant, tout ce qui va être ecstasy. Ouais. C'est très fortement documenté sur ça. À cause de l'acidité qui... À cause de l'acidité de ça, exactement. Et puis ça augmente aussi un risque de bruxisme parce que ça fait grincer Ouais, des dents ouais. derrière. Et ensuite, tu peux avoir des drogues qui sont pas un effet érosif direct, comme la cocaïne et comme le THC, ça, THC. Ouais. C'est le joint, ça? Ouais, le cannabis. Ouais, c'est ça, ouais. Qui va entraîner une hypocyalie. Ok. Une hypocyalie et aussi des fringales. Ok. Donc ça peut être des portes, si tu fumes souvent, tu grignotes beaucoup, tu augmentes ton acidité, tu diminues ton flux salivaire. Mais ça va pas directement être acide. Ouais, je vois, ok. Sur De ça. toute façon, c'est pas dans la bouche directement. Enfin, c'est surtout l'acidité que ça relaxe. Je veux dire, le produit, que ce soit l'ecstasy ou la cocaïne, comme c'est pas dans la bouche, Ouais. c'est pas ça qui En va tout cas, faire... c'est décrit comme des facteurs de risque d'usure. D'accord, ok. Et après, il y a des histoires qui sont toujours documentées, mais qui sont très vieilles, sur les piscines. Mais sur les piscines qui étaient mal réglées, sur les équipes olympiennes, je sais plus si c'était la Pologne ou c'était un pays par là, qui avait une usure érosive très forte, parce qu'en fait, le chlore de la piscine était trop fort, et ils y passaient des heures dedans, et ça entraînait une usure érosive de leurs dents. Au point que ça fasse les dents? Ouais, exactement. Donc ça veut dire qu'à mon avis, le reste, les cheveux ou quoi, ils devaient être rincés, quoi. C'est clair. Mais de façon moins caricaturale, il y a des professions, des professions, les vignerons, par exemple. Je sais pas si tu sais. Ouais. Mais les vignerons qui travaillent dans les chais, il y a beaucoup d'acidité évaporée là-dedans. Et donc, il peut avoir des risques de érosifs. Et donc, c'est des maladies professionnelles. En tout cas, il faut avoir une attitude de prévention vis-à-vis de ça, en fonction du boulot de nos patients. Et pareil sur certaines industries où ils peuvent avoir des éléments chimiques. Les sommeliers aussi, du coup. Parce que eux, ils goûtent souvent le vin. Ouais, par rapport à ça, oui. En plus, c'est le crash, ouais. Alors, souvent, les case reports ou les documentations, c'était plutôt dans les chais. C'était plutôt vraiment le vigneron dans cette effervescence. Mais peut-être que aussi, ça peut avoir une transversalité vis-à-vis du sommelier. Ok. Je pense qu'on a brossé tout ça, un petit peu. Ouais. Le bruxisme, ça serait bien qu'on en parle un petit peu. On va en parler. Tu veux parler de la première consultation ou pas maintenant? Ouais, si tu veux. Vas-y. Alors, la première consultation... Ou sinon, on fait bruxisme, comme ça, on a les deux tableaux. Ok. De toute façon, il n'y a que ça, il n'y a que abrasion. Abrasion, on n'en parlera pas. Non. Non, on reste sur bruxisme et érosion. Et érosion, donc go bruxisme. Et donc l'autre porte, si elle n'est pas acide, elle est mécanique. Et là, c'est vraiment deux pierres qui vont s'entrechoquer. Et c'est vraiment l'entrechoquement des pierres qui est important. C'est pas la compression pour l'usure. Donc c'est vraiment un phénomène que les anglo-saxons appellent le grinding. C'est l'attrition. C'est une décapitation horizontale de la dent. Et cette décapitation, elle va se faire de façon progressive en fonction de la classe d'angle canin que l'on va avoir, en fonction des guidages que l'on va avoir. C'est d'abord les éléments de guidage qui vont sauter en premier, donc en fonction, c'était classe 2, classe 1, classe 3, tu n'as pas de guidage, mais, qui vont sauter, et ensuite tu vas te retrouver avec un phénomène où toutes les dents peuvent rapidement se trouver à plat. Donc tu peux voir les canines en premier qui sont... Sur une classe 1, c'est souvent ça, c'est la canine. Après, tu peux avoir la partie antérieure et postérieure très rapidement. Et ça peut être surtout asymétrique. Parce que comme ça se passe pendant la phase inconsciente, donc pendant la nuit, c'est vraiment ce grincement dentaire pour la plupart des patients qui n'ont pas de pathologie ou de traitement médicamenteux particulier, donc la plupart des patients, ça va être un grincement dentaire nocturne, et il n'est pas forcément bilatéral équilibré, il se fait en fonction des mouvements anarchiques parafonctionnels nocturnes, et donc tu peux te retrouver avec des plages d'usure qui sont asymétriques. Et là, les études, elles sont moins... c'est moins clair, l'étiologie. Il y a quand même des grandes lignes directrices avec des niveaux de preuves qui sont assez forts, qui vont porter sur la qualité du sommeil. Okay. Et dans la qualité du sommeil, ce qui revient un petit peu, c'est le micro-éveil. Et il y a encore un petit peu certains auteurs qui sont sur l'apnée, le syndrome du Saos, l'apnée du sommeil. Et on voit aussi une transversalité, quand les études sont faites, entre le reflux gastro-œsophagien et le bruxisme. Okay. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est la composante nocturne. Là, juste pour l'apnée, le sommeil, etc., justement, je vais recevoir quelqu'un qui s'occupe du ronflement, du rééducation linguale et tout, et un autre sur le bruxisme, du coup. Et en fait, il dit le fait d'avoir la langue basse, du coup, respiration plutôt buccale, et en fait, donc, tu as plus d'apnée du sommeil, et pour, du coup, tu ouvres la bouche,
Mmh. pour essayer de retrouver de l'air et c'est ça qui peut créer le bruxisme après en resserrant, du coup, la mâchoire, quoi. Alors En si c'est fait, vraiment un tout est phénomène lié, en fait. vertical, il y a pas de bruxisme. Il faut vraiment un phénomène de grinding, de OK, grincement ouais. dentaire. Donc le bruxisme comprend le fait de serrer les dents du point de vue axial, mais les facettes d'usure, vraiment que l'on peut voir, c'est pas du bruxisme axial. OK, C'est OK. pas du C'est pas clenching, du serment. c'est pas du Ouais, serrement. voilà. Voilà, c'est vraiment de l'attrition, c'est OK. une composante horizontale. Et donc, l'apnée va faire en fait, je crois, si j'ai bien compris, que l'apnée va t'amener, parce que c'est une pathologie du sommeil, c'est complexe. Il Mmh. n'y a pas beaucoup de leaders d'opinion qui communiquent fortement pour les dentistes sur ça. Et donc, c'est vraiment dans tes cycles. Et dans ton cycle, tu vas être beaucoup plus perturbé quand tu fais de l'apnée. Et donc, tu as beaucoup plus de micro-éveils, tu as beaucoup plus d'éléments qui vont te faire grincer des dents OK. sur ça. Et le Et, stress aussi, du et coup? ben voilà, parce qu'en fait, Sans aller, ces patients-là qui grincent des dents la nuit, souvent, pas tout le temps, mais souvent vont serrer des dents la journée. mmh. Et sur la gestion du bruxisme dit diurne, on va serrer les dents, là, il y a une composante de la gestion des émotions qui est forte. OK. Donc le stress, en très grande partie, mais la gestion des émotions. Voilà. Et là, la première porte d'entrée du traitement, s'il serre des dents la journée, qu'il s'en rend compte ou que tu lui en fais s'en rendre compte. Parce qu'au départ, il vient au cabinet, il dit, moi, je ne Ouais, serre pas ouais, des dents. ouais. Parce qu'il ne s'est jamais posé la question. Mais si tu te rends compte qu'il serre des dents et qu'il a des facettes d'usure attritive, une des actions qu'on va avoir, c'est déjà relâche ta tension et travaillons sur le sommeil. Et comment tu fais ça? Qu'est-ce que tu lui dis? Parce que moi, Ouais. j'ai, les mecs qui bruxent, je fais comme toi, je leur dis: «Si vous savez pas si vous serrez les dents la journée, pendant que vous conduisez, re enfin, demandez-vous si vous serrez les dents» et souvent, c'est à ce moment-là C'est un et moment où ils peuvent s'en ensuite rendre compte, en fait. voilà, c'est ça et ensuite, je savais que c'était le stress et en fait, à part leur dire, je leur dis: «Faites plus de sport, essayez de de réduire votre stress», mais en fait, c'est un peu compliqué parce qu'on est un peu tous stressés. Complètement. Donc comment, Et puis on y porte vraiment beaucoup plus d'attention maintenant qu'avant. ouais, bah, ouais, donc en fait, qu'est-ce que toi tu leur, proposes? Alors déjà, la première porte d'entrée, c'est qu'ils doivent en prendre conscience qu'ils serrent des dents. OK. Donc toi, tu vois le patient, il a des masséters hyper développés. Tu fais une palpation des masséters, des temporaux, tu te rends compte que c'est des muscles de bodybuilder. Tu te dis, toi, c'est pas juste la nuit, quoi. Il a les lèvres totalement écrasées, très fines, tout le tableau, il est clair pour Mmh. toi. Maintenant, il faut que le patient, il a envie de se préoccuper de ça et a envie d'essayer de se rendre compte qu'il serre des dents. Donc d'abord, je lui explique pourquoi on serre des dents. Sous Ouais, forme parce de que s'il a pas décompression du corps. envie, s'il voit Ça pas sert à rien, l'importance, tu peux pas amener un peine patient qui perdue, veut quoi. pas être OK. soigné. Mais donc il doit se rendre compte qu'il serre des dents. Vous l'expliquer pourquoi on serre des dents. Gestion des émotions, ça va être comme secouer la jambe, ça va être comme avoir des tics. C'est vraiment le corps qui va trouver au départ une sorte de bien-être, Mmh. de relâcher cette charge mentale-là, mais au bout d'un moment, il se fait du mal, en fait, à se complaire là-dedans. Mmh. Et ensuite, je lui ai dit: «Voilà, on va se revoir». Souvent, je les revois, dans 15 jours et pendant 15 jours, vous allez vous mettre une alerte, en fait. Donc c'est une thérapie neurocomportementale qui a été très documentée, j'ai plus le nom par 2 dentistes. D'abord, c'était le système des gommettes. Je ne sais pas si tu connaissais, moi on m'avait appris ça à la fac. C'est le système analogique des gommettes, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que tu aies une alerte, sensorielle pour te faire penser à serrer les dents. Parce que OK. le patient qui sort et qui dit: «Oui, oui, oui, docteur, vous inquiétez pas, je vais y penser», mais tu as bien plein d'autres choses à Mmh. faire dans la journée que penser à tes dents. Ouais, c'est clair. Et tu vas surtout serrer des dents quand tu penses vraiment pas à tes dents. Ouais, c'est Quand tu clair. es dans ta tâche, focus dans ton truc difficile, dans ta charge mentale professionnelle, dans ta contrainte personnelle. Donc en fait, il faut les obliger à focuser sur ça. Et donc la première technique, c'était de mettre des gommettes. Ça dure 15 jours parce qu'au bout d'un moment, les gommettes dans ton environnement personnel, par exemple sur le rétro de la voiture, tu parlais de la Ouais. voiture, sur l'écran de l'ordinateur, sur le smartphone. Bon, t'imagines là où tu passes du temps, quoi, sur ton bureau. Donc Et dès ben, qu'il sert, tu lui dis de mettre une gommette à l'endroit où il sert? non, je peux pas savoir où il sert. Je lui dis de mettre des gommettes à l'endroit où il va souvent. Ouais, OK. Là où il va souvent et pas toujours au même endroit, en fait. Il faut que ce soit diversifié par rapport à sa routine, OK. de telle façon qu'il puisse se rendre compte, enfin prendre conscience qu'il voit la gommette là et se demander si les dents se touchent. OK. En fait, quand il voit la gommette, il se dit: «Est-ce que mes dents sont en contact ou pas?» OK. Bon, ça, c'est la technique grand-papa, si tu veux. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, quand même, ce qui est le plus simple, c'est de prendre ton smartphone. Bon, tu as même des applis, mais moi, je leur dis: «Vous mettez une alerte». Il y a un petit bip, je leur dis: «Vous mettez pas la fanfare, vous mettez un petit bip» ou si vous plutôt les mecs, ils l'ont dans la poche, donc une petite Mmh. vibration toute simple et quand ça vibre, une fois, vous savez que c'est pas un message, le message, c'est 2 fois, vous modifiez de telle façon que ce soit bien clair et toutes les 10 minutes de 8h à 20h pendant 15 jours et quand ça vibre, vous demandez si les dents sont en Toutes les 10 contact. minutes? 15 jours Ouais. et en fait, la première semaine, ils prennent conscience qu'ils serrent dedans.
Et la deuxième, en fait, je leur dis, voilà, quand vous avez les dents en contact, il faut souffler un petit coup, baisser les épaules. Je leur demande de faire, alors ça a été documenté, donc j'utilise ça. Je ne sais pas vraiment l'impact médical que ça a, mais en tout cas, je demande de faire un acte complexe en appuyant avec la langue au niveau de la papille rétro-incisive, bouche entrouverte, il doit déglutir comme ça. Donc c'est pas très long, il y a un point d'acupuncture qui est là, alors je sais pas si ça marche vraiment, mais en tout cas, ça permet de repositionner la bouche ouverte, de faire une activité musculaire qui t'impose à te concentrer, tu souffles un coup et tu repars dans ta tâche. Je leur dis, ça prend 1 seconde et demie. Ça vous empêche pas de travailler, ça vous empêche pas Ouais, de c'est faire clair. votre truc. Et on se revoit dans 15 jours. Et là, quand il y en a, ils disaient, ouais, franchement, je serre des dents, quoi. Je pensais pas serrer autant. Parfois, il y en a, ils te disent, moi, je serre pas des dents. Je dis, non, franchement, j'ai tout fait et je serre pas des dents. Ok, ben c'est peut-être qu'il y a uniquement une activité nocturne et qu'il n'y a pas de serrage de dents la journée. Mais la plupart, faut pas se leurrer, hein, Ouais, ils la serrent des plupart, dents. ils serrent la journée aussi. Et donc, on doit travailler sur ça. Moi, je suis la porte d'entrée, encore une fois, là-dedans. Après, la prise en charge psychologique, le coach de vie, c'est pas mon rôle. Moi, je leur dis, voilà, vous vous rendez compte que votre corps, il est en train de décompenser un petit peu. Il vous fait faire une action qui n'est pas normale. Tu vois, les patients, ils disent, mais attendez, les dents, elles se touchent pas. Non, non, les dents, elles se touchent que pour manger, je leur dis. Et après, donc voilà, les orienter et leur dire, ben écoutez, voilà, il faut parler, il faut voir avec ça, il faut peut-être vous voir comment vous pouvez décharger votre sac autrement, mais vous pouvez pas continuer comme ça. Parce que ça peut être la porte d'entrée d'un patient qui te dit j'ai des cervicalgies, la porte d'entrée d'un patient qui dit j'ai des migraines depuis un moment, j'ai des acouphènes, j'ai des douleurs aux mâchoires, j'ai des craquements articulaires, j'ai une limitation d'ouverture buccale. Ça, c'est pas le grinding, hein. Tout ça, très souvent, c'est la partie de serrage de dents. Ouais, le serrage, Ouais, qui qui est est beaucoup plus considéré comme un délétère. bruxisme qui est C'est le parallèle. bruxisme. Ouais, c'est ça. C'est le bruxisme dit diurne, parce Ouais, que ok. c'est rarement ce qu'on fait la nuit. Et le grincement de dents, c'est le bruxisme nocturne. Et ces patients-là, on peut leur mettre toutes les gouttières du monde que tu veux. J'allais en venir justement. S'ils serrent des dents toute la journée, tu peux pas les aider, quoi. Donc il faut vraiment qu'ils travaillent sur la partie étiologique de ça. Et donc on travaille sur cette partie-là. Après, c'est sympa parce qu'on peut voir des patients qui sont pris en charge. Donc prise en charge, elle s'installe sur plusieurs mois, où tu te rends compte que les patients, ils ont beaucoup travaillé sur ça, quoi. Et ils se rendent compte que ça va beaucoup mieux. Et donc après, sur le clenching, eh ben, sur cette partie du grincement dentaire, on est un peu démunis parce que l'orientation se fait un petit peu parfois sur la médecine du sommeil, mais sur le reflux gastro-œsophagien. Et puis là, la porte d'entrée que j'essaie d'explorer maintenant, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation parce qu'il y a quand même pas mal de papiers qui montrent des corrélations entre l'alimentation toute la journée, mais aussi l'alimentation la nuit, et puis ta routine d'endormissement. Ok. Donc Dans quelles conditions tu pourrait t'endors? être lié Ça peut conditionner un petit peu la qualité de ta nuit, ça peut conditionner le bruxisme Ok. sur l'endormissement. Donc là, c'est pas encore bien codifié, on va dire, dans la prise en charge des patients, mais on travaille avec les médecins généralistes, on communique sur ça, je fais beaucoup de courriers, et puis on travaille de façon collégiale. Donc pour revenir sur la gouttière, parce que je pense pas mal de dentistes, bruxisme, c'est gouttière. Est-ce que, à part protéger les dents, est-ce que ça a un impact pour relâcher un peu la mâchoire? Parce que le fait que ce soit une gouttière lisse, enfin, c'est ce qu'on nous avait enseigné à la fac, donc moi je fais ça, hein. Ça évite que le patient retrouve son occlusion et ça vient du coup relâcher la mâchoire. Est-ce que c'est vrai? Et qu'est-ce que tu peux parler un peu de tout ça? Alors, dans ta question, il y a plein de sujets, en fait. Et c'est hyper intéressant. Le premier point que je veux dire, c'est que si tant est qu'il y ait une gouttière, il faut pas qu'elle soit faite pour le patient érosif. Ok. Et j'y tiens parce que je vois beaucoup de patients érosifs adressés par leurs dentistes qui sont très impliqués, ils adressent le patient et tout, et ils leur ont fait des gouttières. Et si la cause érosive n'est pas circonscrite et qu'une gouttière est faite, en fait, tu vas emprisonner la dent et l'acidité du seul facteur protecteur qu'est la salive. Ok. Donc, il faut faire attention, et c'est pas trop compliqué, hein, mais de s'être un petit peu exercé à poser un bon diagnostic en fonction des facettes d'usure. Ensuite, pour revenir à tes gouttières, il y a différents types de gouttières. Donc là, tu m'as parlé de gouttières plutôt orthoplanes, j'ai cru comprendre, Ouais, c'est plutôt ce que... de plans de libération occlusale. Donc, tu m'as demandé si ça empêchait de serrer les dents. Non. Le patient, il serre ses dents et peut-être même certains types de gouttières donnent une meilleure propension au patient à serrer dessus parce qu'il se sent confortable quand la gouttière est molle, en fait. Ouais, c'est ça. Quand la gouttière est rigide, il va pas moins serrer des dents pour autant. Par contre, des gouttières, certains types de gouttières, de type déprogrammation neuromusculaire, peuvent être très utiles, soit dans la partie de la gestion aiguë
de l'ADAM, donc des Mmh. douleurs d'un Mmh. patient, qui te dit, moi j'ai mal partout, je serre, je m'en rends compte, mais là c'est insupportable, c'est des allergies importantes. Et tu leur dis, ben là on a besoin en fait de couper le feedback occlusal qui vous perturbe et qui fait que vous serrez, et on va faire des butées occlusales antérieures, des déprogrammateurs de Coyce ou des gîtes de OK. Lucia, c'est un peu toute cette partie-là, où c'est juste une butée, c'est une gouttière, mais qui Ouais. va toucher que devant. Et là, en fait, ça permet d'avoir ça n'empêche pas de serrer les dents, ça n'empêche pas la charge articulaire, mais ça permet de libérer les tensions musculaires. Mmh. Et donc, comme les tensions musculaires sont les principales causes de la douleur, parce que les muscles sont tout le temps contractés, ils sont remplis de toxines, il n'y a pas de phase de récupération. Tu Mmh. vois, je leur dis aux patients, je leur dis, en fait, vous êtes un sportif de haut niveau, sauf que vous n'avez pas un coach qui vous dit, maintenant, tu fais de la récupération pour que ton muscle il se Mmh. régénère. Donc, ils ont toute cette partie inflammatoire qui se crée par eux-mêmes. Ils ont des compressions vasculaires, bon, peu importe. Et donc, on va jouer sur ce travail-là. Ça, c'est un type de gouttière. Après, est-ce qu'il y a des gouttières, type gouttière de Michigan, qui doivent être indiquées chez les patients qui ont des facteurs de risque attritifs, bruxisme nocturne? Oui, bien sûr. Et cette gouttière-là, c'est pas une plaque thermoformée. Cette gouttière-là, c'est une gouttière sur mesure dans un rapport intermaxillaire thérapeutique qui est celui du patient, OK. enfin celui du patient, celui qu'on a décidé pour le patient, c'est-à-dire avec des muscles apaisés, une position articulaire Mmh. stable, une dimension verticale cohérente. Et là-dedans, on va un petit peu... En fait, le but de cette gouttière va être de protéger les dents, bon, parce que c'est la gouttière qui va s'user, mais aussi de protéger un peu la position spatiale de l'articulation quand le patient va se mettre à grincer, Mmh. pour essayer de le circonscrire dans des enveloppes fonctionnelles, même si elles sont amples, qui vont être un peu moins nocives pour le OK. patient. Ouais, je vois. OK. Donc les gouttières, on pourrait passer une Ouais, journée ouais, c'est dessus, clair. quoi. C'est très large, c'est très large. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Du coup, pour revenir après, avec tout ça, le traitement, comment tu traites tout ça? Parce que c'est un peu ton cœur de métier, relever les DV, traiter, parce que là, on a parlé de donc tu envoies pour traiter la cause, Ouais. souvent gastro ou je sais pas après, Généraliste, ORL, diététicien peut-être, enfin mmh, et après, nutritionniste. comment tu, traites, du coup les dents? Ouais. Avant de traiter les dents, il faut indiquer le traitement. OK. Et ça, j'y tiens parce qu'il y a un point qui est important, que j'ai appris, peut-être après 2021. 2021, je ne le savais pas ça, par exemple, tu vois? C'est que l'usure, elle est physiologique. Tu achètes les pneus de ta bagnole, tu roules tant de kilomètres, tu sais que tu as tel type de support de route, tel type de conduite, tu sais qu'au bout d'un d'année, tu changes tes pneus parce qu'ils sont Mmh. usés. Les dents, c'est pareil. Les dents, au bout d'un moment, elles sont faites pour s'user. Mmh. Donc, c'est pas parce qu'on voit des facettes d'usure sur les dents qu'il faut coller 28 céramiques. Et ça, j'y tiens parce qu'on en voit beaucoup, hein. Ah ouais? Moi, j'en vois en tout cas. J'en vois des éléments où je me dis: «Mais pourquoi ils ont fait tout ça, quoi?» Parce qu'il y a quand même, une incidence à notre traitement. On peut avoir des aléas, on peut avoir, pas trouvé le bon rapport intermaxillaire, donc il faut quand même poser bien Ouais, l'indication. ouais. Et donc en fait, ce qu'on va traiter nous, c'est une usure dentaire pathologique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une perte adaptative, en fait. Parce que le patient, il peut s'adapter à son usure. Il peut te dire: «Mon usure, ça me gêne pas, déjà. J'ai pas de douleur, je mange des 2 côtés». Et puis quand toi tu fais des examens fonctionnels et biologiques, tu te rends compte que le patient, il a encore un engramme de tout ça, il a encore des feedbacks, il sait encore fonctionner avec ça. Mmh. Parce que le patient, il a un potentiel adaptatif qui est pas le même d'un individu à l'autre, et son potentiel adaptatif va diminuer avec le fait qu'il va vieillir. Mais aujourd'hui, quand il se présente à toi, le patient, il a des facteurs de risque, il a besoin de facteurs protecteurs, il a peut-être besoin de protéger une ou 2 dents un peu plus que les autres, mais il n'a pas besoin qu'on lui relève la DV et qu'on lui mette, des Mmh. céramiques partout. Après, il y a des patients qui sont en décompensation de cette usure-là, qui te disent: «Je t'ai donné un exemple, je peux plus manger à gauche, j'ai trop mal». Mes dents, la vitesse de dentine réactionnelle qui doit contrebalancer l'usure, est dépassée par la vitesse de l'usure qui va trop vite. Mmh. Et donc, c'est des hyperalgies, ça peut aller jusqu'à des nécroses dans des cas importants. Tu peux avoir des pathologies articulaires dans certains cas, parce que là, un remodelage articulaire qu'on connaît, des condyles, qui est une adaptation physiologique de la charge, de la surcharge, mais au bout d'un moment, ça peut être dépassé. Et ça, tu l'as un peu sur plein d'éléments. Mmh. Sur des éléments qui sont perceptifs, le patient peut venir te voir en disant: «Mais là, je me reconnais plus, quoi. Mes dents, ce n'est plus moi, je veux plus être comme ça». Donc ça, c'est perceptif. On peut avoir une composante biologique. J'ai mal aux dents, je n'y arrive pas, ça me fait mal quand je mange, c'est souvent algique ou infectieuse. Et on peut avoir une composante biofonctionnelle.
Ou le patient, il mange que d'un côté parce qu'il n'arrive pas très bien, il est plus confortable d'un côté que de l'autre, ou tu te rends compte que sa cinétique de mouvement est incohérente et pathologique dans le sens où les amplitudes sont pas les mêmes, dans le sens où, il y a des interférences postérieures qui sont nocives pour l'articulation. Bref, tout un tas de recueils d'informations fonctionnelles qui fait te dire: «Vous pouvez pas rester comme ça». Mmh. Et donc c'est ça, en fait, qui va nous faire rentrer l'indication du traitement. C'est pas uniquement la facette d'usure, c'est vraiment la décompensation du corps et c'est propre à un individu. Et justement, le patient qui a une usure dentaire, qui a une usure dentaire avec des stigmates, mais qui est adaptatif, lui, il rentre dans la gouttière si c'est attritif. Mmh. OK. Et il rentre dans les facteurs protecteurs et la gestion, des facteurs étiologiques quand il est érosif et attritif. Mmh. Et donc quand le patient est inclus, parce que c'est vraiment une réhabilitation, c'est vraiment un traitement pour une usure dentaire pathologique et qui a besoin d'une réhabilitation. La première porte d'entrée, c'est de se dire: «En fait, il faut pas que je prenne ma turbine». Voilà. C'est pas du tout: «Allez, on est parti. Oui, je vous fais du collage, j'ai vu une dernière technique, j'ai vu, un dernier adhésif, système, que sais-je et je vous donne le devis à la fin de la consultation parce que je sais exactement le soin dont vous avez besoin, les pièces prothétiques dont vous avez besoin». Ça, je pense que c'est jouer à la roulette, quoi. Ça peut passer, mais il y a beaucoup de probabilités que ça passe pas et qu'on soit pas dans le bon traitement, qu'on soit peut-être dans le surtraitement ou qu'on soit dans le sous-traitement. Donc la première des choses, c'est qu'il va falloir analyser le cas et analyser le cas, ça veut dire qu'il va falloir, enregistrer le cas Mmh. et c'est là où le flux numérique m'a apporté énormément. Parce que le flux numérique m'a permis de virtualiser mes patients, de vraiment faire un avatar 2D, 3D et même 4D en dynamique de mon patient et de pouvoir me poser des questions d'ordre fonctionnel sur ce patient-là. Et de pouvoir dire: «Beh, ce patient-là, si je veux pouvoir lui apporter un vrai soin et service médical rendu, il va falloir que je puisse aborder sa prise en charge en 3 temps». Merci d'avoir écouté cette première partie. J'ai encore coupé le podcast en 2 parce qu'on a été vraiment très bavard avec Romain et du coup, je préfère couper en 2 fois 1 heure. Je pense que ça permet de rester un peu plus attentif, jusqu'à la fin de ce podcast. En tout cas, là, on a abordé vraiment, les motifs de consultation, tout ce qui est, motifs exogènes et endogènes, d'usure, dentaire. Dans la seconde partie, on va plutôt aborder tout ce qui est traitement, vraiment réhabilitation globale, comment Romain, monte ses céramiques avec l'aide de son prothésiste, bien entendu. Comment aussi il utilise le Mojo, qui est d'ailleurs le sponsor de cette vidéo, donc on les remercie pour ça. Ça permet d'avoir des intervenants comme Romain dans des studios et aussi de payer un montage de qualité. Donc reste bien attentif pour voir la semaine prochaine la partie 2. Salut à tous et bonne journée.